On va aujourd'hui traiter le sujet du financement bancaire. Qu'en est-il de la situation actuelle et qu'en est-il des mesures et de leur évolution? Avec Joshua, qui est cofondateur de Start to Scale, une société de conseil qui est spécialisée dans le financement non dilutif de la croissance et qui accompagne du coup les entreprises dans la recherche de leur financement bancaire. Avant de commencer, je voulais juste vous préciser que si vous souhaitez poser des questions, vous avez l'onglet Q&R en bas de votre écran au milieu. Donc, vous pouvez y poser directement vos questions. Joshua va faire une petite présentation de 20 minutes. Après, vous aurez 40 minutes pendant lesquelles il répondra à l'ensemble de vos questions. Et c'est donc Edwige qui modérera tout ça, qui les transmettra à l'oral à Joshua. Et vous pouvez donc voter pour les questions qui vous paraissent les plus pertinentes. Elles remonteront du coup dans l'onglet Q&R et elles seront posées en priorité. Le webinaire est aujourd'hui enregistré. Il sera diffusé en replay sur notre chaîne YouTube à la fin de la journée. Et voilà, vous savez tout. Donc, n'utilisez pas l'onglet Converser, mais uniquement l'onglet Q&R. Joshua, je te laisse la parole. Merci Audrey. Bonjour à tous. L'objectif de ce webinaire, il va être très simple, c'est de vous fournir des informations très pratiques sur les dispositifs mis en place au niveau bancaire. Normalement, pour ceux qui étaient là hier, vous avez justement eu un 360 de tout ce qui avait été annoncé par le gouvernement. Maintenant, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, ça va être clairement le financement bancaire. On sait justement que toutes les entreprises aujourd'hui ont été contactées par leur banque, ou du moins peuvent contacter leur banque pour faire une demande sur un prêt garanti par l'État, le PGE. Et on va aller justement dans le détail de la demande, aussi du financement en tant que tel, car on sait qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été transmises sur les réseaux ces derniers jours et ces dernières semaines et qu'elles n'étaient pas toutes concordantes. Donc là, l'objectif, clairement, c'est de vous faire remonter de l'information qui vient directement des banques, sachant que Start to Scale travaille avec tous les pôles innovation des différentes banques françaises et a de l'information qui remonte tous les jours sur ces sujets de la part de nos partenaires et de la part des banquiers avec qui on travaille au quotidien pour permettre de transmettre le bon niveau d'information. Donc là, ce qui nous paraît déjà important, c'est de revenir sur les montants annoncés. En effet, Bruno Le Maire a annoncé mercredi dernier que le financement pourrait atteindre des montants égaux à 3 mois de chiffre d'affaires 2019 ou pour les entreprises innovantes, 2 fois la masse salariale 2019. Il faut bien noter que ces montants sont des montants maximum. En effet, là, on voit que les banques commencent déjà à retravailler et l'objectif clair de ce dispositif va être de financer la crise, pas de financer le développement. Donc, ça reste le sujet important qu'on va aborder aujourd'hui, c'est comment bien positionner et bien construire la demande de PGE que vous allez faire auprès de vos banques. Donc là, déjà, en premier sujet, on parle des entreprises innovantes. Par rapport à 2 fois la masse salariale, ça va être un aspect qui va être très important pour ceux qui, aujourd'hui, ne font pas assez de chiffre d'affaires ou clairement viennent de lever de l'argent et surtout dans une dynamique où le chiffre d'affaires n'est pas en rapport avec les charges de l'entreprise. La définition d'entreprise innovante qui a été gardée par rapport à ce dispositif est au final très large, suite à un décret qui a été publié le 28 février. En gros, une société qui est accompagnée par un acteur de l'innovation qui a été financé par la BPI ou qui a déjà levé des fonds, va être perçue comme une entreprise innovante pour ce dispositif PGE. Donc, clairement, là-dessus, normalement, toutes les sociétés qui sont présentes au village ou même ailleurs et qui se définissent comme start-up vont pouvoir rentrer dans cette définition. Donc ça, déjà, ça va être beaucoup plus simple. C'est ce qui va permettre aussi aux banques de choisir au mieux disant entre ces 3 mois de chiffre d'affaires ou ces 2 ans de masse salariale en fonction de montant maximum à aller chercher. Là, il y a un aspect qui revient de la part de tous nos partenaires bancaires et qui est essentiel, c'est le fait de bien structurer sa demande. En effet, au niveau purement de l'analyse, il est attendu de la part des chargés d'affaires de toutes les banques que cette demande de PGE soit structurée et quantifiée pour répondre aux problèmes survenus à cause de la crise. Donc là, il faut vraiment penser à cette demande-là comme un projet qui va venir financer purement vos pertes sur les 3 ou 4 prochains mois ou venir financer vos cash flows sur les 3 ou 4 prochains mois que vont durer ces crises sanitaires. Donc là, clairement,
le PGE ne va pas pouvoir vous servir à aller chercher du financement pour du développement. Un financement post-levée de fonds pour faire levier sur l'equity que vous venez de faire rentrer, normalement, ne va pas pouvoir répondre aux critères de PGE. Donc ça, déjà, c'est quelque chose d'essentiel. C'est bien de réussir à aller faire une demande auprès de votre banque qui va permettre de montrer vos besoins instantanés, vos besoins actuels. Donc ça, c'est un sujet qui remonte et qui est cohérent et qu'il va falloir sûrement travailler. Donc là, dans cette demande-là, on voit aussi qu'il y a, par rapport aux informations qui remontent, on a vu qu'il y avait une demande qui devait être faite auprès de la BPI pour justement valider cette contre-garantie à hauteur de 90%. Très bien. Maintenant, cette demande-là, il vaudra sûrement mieux la faire dans un second temps parce que on voit qu'en fonction des banques, certaines préféraient réfléchir à un cofinancement et partager justement ces encours PGE entre les banques, différentes banques du client. Parce que ce qui est vrai et ce qui va être important, c'est que ce financement ne pourra être demandé qu'auprès des banques historiques, vos banques historiques. Pour les gens qui sont chez Canton, on y reviendra un tout petit peu plus tard, mais en gros, et normalement, vous avez peut-être même été prévenu directement par Canton, la demande de financement ne passerait pas par un établissement bancaire classique. Cette demande pourrait être directement adressée auprès de la BPI au travers du dispositif du prêt à tout. Donc ça pourra être intéressant. Si vous avez des questions à ce sujet, on pourra aller un peu plus loin dans la deuxième partie du webinaire. Donc là, si vous avez fait votre demande auprès de votre banque historique, avec un montant que vous avez justement estimé par rapport à la crise, une proposition va vous être faite, qui doit être normalement en 2 temps. Là, pour réussir à avancer dans cette période de crise rapidement, un prêt in fine sur 12 mois pourra être mis en place. Un prêt in fine, c'est un prêt avec une seule échéance et cette échéance se retrouve à la fin du remboursement. Donc, à la fin de ces 12 mois, vous allez rembourser capital et intérêt. À part, si vous le souhaitez, 4 mois avant la fin de ce financement, la banque doit vous contacter et vous demander de transformer potentiellement cette enveloppe en un prêt moyen terme, donc un prêt amortissable sur une durée de 1 à 5 ans. Donc, si on doit prendre le cas le plus extrême, la demande peut correspondre à un financement sur 6 ans, dont 1 an de différé total de remboursement. Donc ça va être intéressant. La question du taux s'est déjà posée. Normalement, ce prêt in fine devrait être à un taux inférieur à 1%. On a entendu parler justement d'un taux qui serait en rapport avec l'Euribor 3 mois. Donc, c'est normalement des montants qui sont très, très faibles. Donc là, dans tous les cas, ce prêt in fine coûterait peu. Le prêt amortissable sur 1 à 5 ans, la tarification sera être définie en fonction des banques. Donc là, pour l'instant, aucune information à ce sujet. Ça me permet aussi d'appuyer sur une autre information essentielle, c'est que ce PGE est utilisable jusqu'au 31/12/2020. Il a été évoqué justement que ce dispositif puisse être utilisé plus tard. Et ce qui peut être important, d'autant plus pour des sociétés qui, aujourd'hui, ne se retrouvent pas dans une urgence vitale au niveau de leur trésorerie. Donc, cette demande, ne vous inquiétez pas. Le premier arrivé, premier servi, oui, mais au regard du montant qui a été, le montant de l'enveloppe globale, ne vous inquiétez pas, normalement, il y en aura pour tout le monde. Concernant les informations demandées, ça va être assez important. C'est que là, maintenant, vous commencez à y voir un peu plus clair. Vous avez mis en place des dispositifs qui vous permettent d'avoir une visibilité de trésorerie sur les prochains mois. Maintenant, vous allez pouvoir justement adresser votre demande au banquier. Cette demande, elle doit justement s'appuyer sur plusieurs éléments importants. Déjà, sur des documents. Pour définir votre montant de chiffre d'affaires et donc cette quotité qui représenterait 3 mois de chiffre d'affaires 2019 ou 2 fois la masse salariale 2019, il va falloir fournir au banquier à minima un projet de bilan. Ce qui serait bien, ça serait le bilan 2019, mais on sait aussi que les comptables aujourd'hui sont débordés au regard de l'activité due à ces demandes PGE. Donc, un projet de bilan devrait pouvoir suffire dans la plupart des cas, ou pour certaines banques, une attestation de chiffre d'affaires signée par le comptable. En plus de ce document, il va être important de définir un plan de trésorerie sur 12 mois qui prenne en compte l'interruption d'activité sur les 3 ou 4 mois qui vont arriver. Donc, en gros, ce plan de trésorerie va permettre
à la banque de quantifier précisément votre besoin qui est directement lié à la crise du coronavirus. Voilà. Donc, ça va être ces deux documents qui vont être importants. Au-delà, il va falloir répondre à un certain nombre de questions, faire un point sur votre activité suite au confinement, donc expliciter l'impact de la crise sanitaire sur l'activité en termes de chiffre d'affaires, en termes de développement, en termes potentiellement de levée de fonds, parce que certains d'entre vous doivent être en levée de fonds actuellement et on sait que toutes ces démarches actuellement voient un coup d'arrêt, mais qui devrait reprendre dans les prochaines semaines. Donc là, l'objectif, clairement, c'est de pouvoir donner un niveau d'information aux banques qui va leur permettre de statuer rapidement sur votre dossier. En plus de cet aspect chiffre d'affaires, il va être important aussi de préciser les mesures prises en rapport avec les charges, donc notamment tout ce qui va être en rapport avec le chômage partiel, les reports de charges fiscales et potentiellement des reports ou renégociations de loyer. Tout ça doit être intégré au plan de trésorerie, justement pour pouvoir définir le montant le plus efficace et le plus cohérent au regard des besoins actuels de la société. Au-delà, l'analyse de la situation de liquidité, clairement, va rejoindre justement le tableau prévisionnel de trésorerie que vous allez créer, ce qui va vous permettre justement de défendre votre demande et d'accélérer la démarche des banques qui vont vous accompagner lors de cette crise. Enfin, et ça pour le coup c'est une information qui est très récente, c'est expliciter aussi le recours à ce prêt PGE et aussi au prêt BPI. En gros, la demande des banques, c'est de savoir exactement si vous allez juste faire une demande de PGE, si vous allez en faire plusieurs, donc plusieurs banques, et aussi si vous allez utiliser les autres dispositifs, à savoir le prêt à tout. Une raison qui est très simple, c'est qu'aujourd'hui, les banques ont besoin de comprendre quelle va être votre capacité de remboursement d'ici 12 et 24 mois. Car si vous demandez justement un financement qui représente 2 fois la masse salariale 2019 de votre entreprise, ça peut représenter une somme très importante et que la société n'aura pas cette capacité à rembourser. C'est vrai que là-dessus, il faut faire vraiment attention. On est dans un univers qui parle de sommes qui sont souvent conséquentes, qui sont souvent de l'equity, qui sont du dilutif, qui n'a pas à être remboursé rapidement ou du moins de façon mensuelle. Là, les financements qui vont être accordés, vous allez devoir les rembourser. Vous allez devoir les rembourser sur une période assez courte. Pour prendre un exemple, une société qui a aujourd'hui fait 400 000 € de chiffre d'affaires, qui a levé des sommes conséquentes et qui a une masse salariale qui représente à peu près 800 000 € sur 2019, ça veut dire que potentiellement, elle peut aller faire une demande jusqu'à 1,6 million. Mais ce 1,6 million, elle va devoir le rembourser sur 5 ans, ce qui va faire des échéances de remboursement très importantes et qui peuvent mettre en danger la stabilité ou la pérennité de l'entreprise. Donc ça, clairement, là-dessus, nous, on fait vraiment attention et on appuie vraiment sur cet aspect. Faites attention à la demande que vous allez faire, car cette demande, vous allez devoir la rembourser sur plusieurs années et ce montant doit être bien calculé par rapport à votre capacité de remboursement. C'est aussi pour ça qu'on pousse plutôt à retarder cette demande de quelques semaines, déjà parce que les banques aujourd'hui sont complètement surchargées par leur clientèle, on va dire plus classique. Les cafés, hôtels, restaurants qui aujourd'hui sont fermés depuis plus de 2 semaines et qui se retrouvent dans des situations qui sont souvent critiques. Donc là, clairement, le message en banque, c'est de traiter les urgences en premier. Donc si vous en faites partie, n'hésitez pas à transmettre votre demande rapidement à la banque. Mais si vous avez une visibilité de trésorerie sur les prochains mois, je pense, et j'en suis même convaincu, que cette demande mérite d'être reportée de quelques semaines, histoire de laisser cette première vague être gérée de façon efficace par les banques. Enfin, dans le business plan, l'objectif de ce business plan, c'est pas d'avoir forcément un document trop complet. Là, ça va être simplement de mettre en face du chiffre d'affaires que vous faites ou que justement vous ne faites pas pendant la période, les charges qui, elles, sont incompressibles. Et ça va être la différence, en gros, entre ces charges-là et votre capacité à gérer la suite de cette crise qui va définir le montant. Donc, nous, on considère
et on voit que les banques suivent à ce sujet, que le montant qui nous semble le plus cohérent à demander aujourd'hui, ça serait un montant qui corresponde à vos charges fixes et variables incompressibles sur les 4 prochains mois. Donc là, vous restez vraiment dans cette démarche de financement de la crise. Vous financez vos besoins sur les 4 prochains mois et en même temps, vous allez pouvoir aussi laisser la place potentiellement à d'autres financements si vous en avez besoin. Parce que ce qui est évident aussi, c'est qu'une société qui avait besoin d'un financement de développement suite à une levée de fonds il y a de ça 2 ou 3 mois pourra faire sa demande après le confinement. Parce que ce qui est clair aussi, c'est que les banques ne vont pas dévier de leur activité classique. Elles vont suivre et instruire des dossiers PGE, mais en même temps, elles vont continuer à financer l'économie réelle et à financer le développement des entreprises. Donc, n'hésitez pas à réfléchir et à scinder cette demande en plusieurs enveloppes parce qu'aujourd'hui, clairement, le prêt garanti par l'État, normalement, ne doit servir que pour financer cette période complexe. Au niveau des autres critères qui sont importants, il y a une notion que vous connaissez tous, ça va être les fonds propres. Là, pour l'instant, il n'y a pas de sujet particulier comme au niveau de BPI où des fonds propres doivent être supérieurs à un certain montant. Là, toute société avec des fonds propres positifs, normalement, pourrait être accompagnée. C'est à lier aussi avec les cotations internes des banques parce qu'en effet, chaque banque va mettre en place des délégations en rapport avec la note qui vous est attribuée au regard de l'historique que vous avez avec eux et de la façon dont vous gérez vos comptes. Donc, une société sans problème, qui n'a jamais rien demandé à sa banque aura une bonne note. Une société qui rembourse son crédit aussi. Une société qui pouvait avoir des ratios dégradés, des problèmes au niveau du paiement de ses charges ou des retards dans le paiement de remboursement de ses crédits aurait une note dégradée et qui pourrait avoir un impact négatif sur votre capacité à demander un prêt garanti par l'État. Donc ça sera important. Sachant, et ça c'est quelque chose qui reste essentiel, c'est que si une entreprise n'était pas finançable avant la crise, elle le sera difficilement avec le PGE. On pourrait arguer par rapport à ça que ce prêt est en effet garanti par l'État à hauteur de 90%, que les banques, dans ce cas, ne prennent pas de risque. L'objectif de la banque, est, au-delà de la prise de risque, est bien de pouvoir mettre en place un financement qui va aider l'entreprise. Et un financement qui serait d'un montant incohérent ne viendra en aucun cas aider l'entreprise, ça ne viendra que retarder le problème de 12 à 18 mois. Donc, tout ça va être essentiel, sachant qu'il restera un dernier recours si vous avez un refus qui est inexpliqué, si vous n'avez pas de refus d'ailleurs, si vous n'avez juste pas de réponse de votre banque suite à une demande, la Banque de France a mis en place un process facilité pour faire appel à la médiation du crédit, qui est au final très simple à aller chercher. Vous allez sur le site de la Banque de France, vous cliquez sur l'espace entrepreneur et vous verrez le premier dispositif qui s'appelle Banque de France Médiation du Crédit. Vous cliquez dessus et vous verrez qu'il y a une adresse dédiée pour tous les entrepreneurs qui peuvent avoir besoin de médiation au regard de la réponse négative ou surprenante de votre banque historique. Voilà. Donc là, l'objectif, clairement, c'était déjà de vous apporter ce type d'informations, qui sont les informations pratiques qui nous remontent du terrain. Maintenant, les 20 minutes sont passées. Je me tiens à disposition pour répondre justement à toutes vos questions en fonction des informations qui nous sont arrivées. Ce qui est évident, c'est qu'il est possible que sur certaines questions, je vous répondrai que je ne sais pas, mais c'est simplement parce qu'aujourd'hui, il y a encore pas mal d'informations que nous n'avons pas, que les banques n'ont pas, pour pouvoir mettre en place de façon opérationnelle ces prêts garantis par l'État. Edwige, est-ce que tu veux poser les questions ou est-ce que tu Yes. souhaites que je réponde? Enfin, je vois qu'il y a déjà un certain nombre de Alors, questions.
Ouais, donc il y a un certain nombre de questions et on a proposé aussi à l'audience de voter pour les questions les plus importantes. On va prendre ceux qui ont le plus de votes pour l'instant. Il y a une question de Justine qui dit qu'après échange avec son banquier, celui-ci lui a indiqué que les aides du type PGE vont effectivement avoir lieu pendant 3 mois encore et qu'aujourd'hui, ils ont l'impression de faire des investissements à l'aveugle et qu'ils seront donc plutôt contents de faire des vrais financements d'ici 3 mois où on connaîtra un peu mieux les conséquences de la crise. Elle te demande ton avis. Alors là, si la question c'est est-ce que ça vaut le coup de retarder ma demande de financement pour avoir justement capacité à échanger avec son banquier sur des critères, on va dire, plus qualitatifs que quantitatifs, c'est évident qu'il faudra justement laisser cette première vague passer. Maintenant, ce qui est clair aussi, c'est qu'une demande de PGE aujourd'hui ne va pas forcément mettre en péril une demande de financement dans les prochains mois qui viendrait pour apporter de la trésorerie en rapport avec un projet précis, donc un projet précis de développement. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Maintenant, ça va être vraiment une question d'opportunité aussi. C'est quel est votre besoin? Ok, super. On a aussi une question de Dominique qui souligne que lorsqu'on parle d'entreprise innovante, comme la définition peut varier d'un agent à l'autre, est-ce qu'aujourd'hui la définition est clairement définie et formalisée? Alors, nous, enfin, des informations qu'on a, un décret qui a été publié le 28 février 2019 précise justement le caractère innovant d'une entreprise et c'est assez simple. Je peux vous en lire quelques dispositions. L'entreprise qui répond à l'un des critères suivants, donc ce n'est même pas des critères cumulatifs, ça va être des critères indépendants. Une entreprise qui a été bénéficiaire au cours de ces 5 dernières années d'un soutien public à l'innovation, donc un financement BPI par exemple, que le capital de l'entreprise est détenu pour partie par une personne morale ou un fonds d'investissement alternatif ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans les entreprises innovantes. Donc, toute levée de fonds faite auprès d'un réseau de BA ou d'un fonds d'investissement va rentrer aussi dans ce cadre. Et une entreprise qui a été accompagnée au cours de ces 5 dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes. Donc, clairement, le village en fait partie. Donc, normalement, toute entreprise start-up qui est déjà dans l'écosystème, qui a pu faire une demande de bourse French Tech, qui est accompagnée par un incubateur, qui a levé de l'argent, toutes ces sociétés vont pouvoir demander un prêt garanti par l'État. Mais encore une fois, cet aspect innovant est juste sur le montant. C'est que vous allez pouvoir demander un montant qui pourra aller jusqu'à 2 fois la masse salariale 2019 de la société. Alors justement, pour rebondir là-dessus, sur la masse salariale, on a une autre question. Tu parlais d'un bilan 2019 au moins. Là, on a un spectateur qui dit: je suis président de SAS. Un salaire est prévu pour moi à partir de juin et j'ai un salarié embauché en décembre 2019. Vais-je pouvoir demander 2 ans de masse salariale pour un volume de masse salariale comptabilisé de maintenant à fin 2021? Ok, donc là, lui, ce qu'il aimerait, c'est de reconsolider sa masse salariale pour justement avoir une demande qui soit avec un montant le plus important possible. C'est logique et c'est normal. De ce qu'on voit et des demandes qui ont déjà été faites auprès des banques, ça n'a pas l'air d'être le dogme appliqué. Donc là, clairement, ça va être plutôt un montant qui va être restrictif. Et là, pour le coup, je pense que les 25% du chiffre d'affaires 2019 peuvent être plus intéressants. C'est là aussi, potentiellement, ça peut avoir un intérêt, c'est que si la société a prévu justement de se développer, continue à se développer, ça vaudra peut-être le coup de réfléchir à un financement plus classique, un financement de développement d'activité. Ok, et effectivement, il y a plusieurs questions sur comment est-ce qu'on fait en fait pour passer sur le dessus de la pile vis-à-vis du banquier. Quelle situation est plus saine et plus avantageuse pour être financée? On a Sandra qui demande: est-ce que parler de sa levée de fonds retardée ne risque pas de faire fuir le banquier? Je pense que là, clairement, ces temps-ci, la transparence va être essentielle. On est dans une situation où on avance à tâtons. Clairement, les banques, il y a encore de ça une semaine, ne savaient pas comment elles allaient mettre en place le prêt garanti par l'État. Des informations qui nous remontent, aucun prêt garanti par l'État n'a encore été validé de façon officielle. Il y a eu des accords oraux, il y a eu des pré-accords, mais il n'y a pas eu d'accord définitif parce que les process ne sont pas encore totalement carrés. Maintenant, par rapport à la demande et par rapport à un montant, l'objectif, clairement, il va être de pouvoir le structurer de la façon… je pense que ce financement-là doit être fait à minima.
Ça, c'est évident, c'est d'aller chercher le montant qui va vous permettre de tenir sur les prochains mois. Ok, effectivement, il y a une autre approche, une autre tactique proposée par Pascal Lavore qui est, est-ce qu'on peut effectivement faire une demande de PGE dans plusieurs banques et consolider par BPI, ce qui Alors, fait quand tu réduire dis le risque un consolidé peu. par BPI, ça serait avec le prêt, je suppose que c'est le prêt à tout qui viendrait en complément. Ça, normalement, ça fait partie des choses qui sont prévues. Donc, aller chercher une première enveloppe, par exemple, de 100 000 euros en banque et que le prêt à tout de la BPI vienne rajouter un financement de 100 000 euros complémentaires. Là encore, on appuie sur le fait qu'il faut éviter toute situation de surendettement, donc toute situation où potentiellement dans un an, avec des perspectives de croissance qui seront forcément revues à la baisse pour toutes les sociétés, il faut quand même que cette société ait la capacité de rembourser son financement. Et pour revenir sur cet aspect levée de fonds, ça va être important d'en parler. Je pense que ce qui va être essentiel aussi, c'est d'apporter l'information aux banquiers de la part de ses futurs investisseurs. S'il y a déjà des échanges, s'il y a déjà des personnes ou des fonds qui s'intéressent à cette boîte, ça sera intéressant et essentiel de transmettre ces informations aux banquiers. Sachant en plus que, comme on travaille aussi beaucoup avec des fonds et avec des réseaux de business angels, ils tiennent tous le même discours, qu'ils vont continuer à investir et qu'en sortie de confinement, l'économie reprendra et les investissements en equity aussi. Alors justement, tu remets le doigt sur le fait que c'est un endettement et non pas une trésorerie réelle. Donc, on a une question de Christophe qui demande c'est quoi un niveau d'endettement raisonnable, acceptable? Parce qu'on n'arrête pas de parler de financement, mais il faut se rappeler qu'effectivement, c'est de la dette et qu'après, il faut assumer le remboursement. Alors là, pour le coup, je vais te répondre comme un banquier. L'endettement acceptable, c'est c'est le crédit que tu peux rembourser. La question, elle est complexe parce qu'elle va dépendre de toutes les situations et c'est évident que sans des chiffres, ça sera très difficile à quantifier. Il n'y a pas de ratio miracle. Maintenant, la question, elle va être assez simple. C'est par rapport à votre BP, qui se doit d'être prudent parce qu'on ne sait pas comment va évoluer la situation dans les prochains mois. Par rapport à un BP prudent, quel est le montant de financement que je peux rembourser chaque mois sans avoir un plan de trésorerie qui devient négatif avant soit d'atteindre mon break-even, soit ou avant une levée de fonds future. Ok, super. Toujours sur ces startups qui sont sur les levées de fonds, il y a Jean-Eudes qui demande qu'en est-il des projets de prêt bridge BPI pour les startups entre deux levées de fonds? Alors, on a vu qu'il y avait une enveloppe de 80 millions qui allait être mise en place pour accompagner les sociétés qui, justement, voyaient leur levée de fonds être retardée. Là, pour le coup, j'ai peu d'informations à vous donner. C'est que là, on voit que c'est un dispositif qui, pour l'instant, n'a pas encore été mis en place. J'aurais plutôt l'avis, ou du moins la sensation que ça sera réservé pour quelques projets qui seront déjà très matures. Au regard du montant de l'enveloppe qui me paraît assez faible, je pense que ça va être un fonds stratégique qui va permettre à certains projets qui sont en série A ou B de pouvoir tenir jusqu'à une grosse levée de fonds. Ok. Juste sur les critères, il y a un spectateur qui revient sur les 2 ans de salaire. Est-ce que c'est un critère d'éligibilité ou un maximum? Un maximum. Pour moi, c'est un maximum. Et clairement, dans la plupart des cas, pour des entreprises innovantes qui aujourd'hui ne sont pas rentables, ces 2 ans de masse salariale sont un montant qui est inatteignable ou du moins qui ne pourra pas être remboursé. Parce que, à part si on du moins si on prévoit une très très forte croissance économique dès la reprise, ça va être quand même assez difficile de revenir sur des niveaux d'activité qui seront ISO par rapport à avant la crise. Donc clairement, 2 ans de masse salariale à rembourser pour une structure innovante qui n'est pas encore rentable, ça ne me paraît pas être opportun. Sachant encore une fois que ces montants ont été définis de façon assez élevée pour permettre aux banques d'avancer rapidement, pour pas éviter justement que les banques se retrouvent coincées par le dispositif parce qu'une société a besoin d'un financement plus important. Là, les ratios qui ont été mis en place sont des ratios qui vont permettre d'atteindre des montants importants et des maximums importants, justement pour laisser aux banques cette opportunité d'aller choisir ou du moins d'échanger avec l'entrepreneur pour définir quel est le montant optimal de remboursement. Ok, merci Joshua, parce qu'effectivement, parfois il est compliqué de comprendre les critères, mais aussi
de faire la part entre info et intox, comme les situations d'information sont parfois déséquilibrées entre les startups et leurs banquiers, ou en tout cas opaques. On a Brigitte également qui demande: mon banquier mentionne que les prêts PGE sont attribués par sa banque en priorité aux entreprises cotées Banque de France. Il me semble que l'État ne préconise pas cette distinction. Est-ce que c'est le cas? Des entreprises cotées Banque de France, c'est-à-dire des entreprises qui auraient une note dégradée au niveau de la Banque de France, ou des entreprises qui ont une note Banque de France? Non, je pense une note, ouais. Une note Banque de France, nous, on n'a pas forcément entendu ça. Après, je pense que j'ai vu passer le message et je connais bien Brigitte, donc je connais aussi ces banques. De ce que je sais, le Crédit Agricole n'a pas réfléchi par rapport à une note Banque de France. Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'une note dégradée au niveau de la Banque de France aura un impact négatif sur la façon la façon dont va être appréhendé le dossier par les banques. Ok. Ce qu'il faut voir, c'est que ça va être une analyse au final assez classique. C'est que c'est des dossiers qui vont être assez succincts, mais qui vont poser les questions essentielles de l'analyse financière bancaire très classique. C'est quelle est la capacité de remboursement de la société, et est-ce que sa pérennité va être remise en question si on met en place un financement d'un montant trop important. Ok. Merci beaucoup. On a une question qui se projette, j'ai l'impression, plutôt sur le post-Covid, de Dania, qui demande: nous sommes une start-up qui a des premiers clients et un premier CA en 2019, mais assez bas. Nous étions en phase de levée, mais elle est en stand-by pour le moment et nous avions prévu 2 embauches en été. Quels sont vos conseils? Donc là, une levée de fonds qui va être, comme je pense que la plupart des levées de fonds, au moins pour les prochaines semaines, vont être retardées. Moi, je pense que là, sur un sujet comme celui-ci, en effet, le premier bilan qu'elle va sortir en 2019 ne va pas permettre d'avoir des montants très importants au niveau du prêt garanti par l'État. Néanmoins, l'économie continue à tourner. Je pense qu'à partir du moment où elle apportera des preuves suffisantes d'une levée de fonds future, donc des LOI ou une term sheet signée, les banques auront cette capacité à mettre en place un financement en bridge qui viendra en anticipation de cette levée. Dans tous les cas, le conseil que je peux donner à une entreprise comme celle-ci, ça va être d'utiliser tous les dispositifs mis en place depuis 2 semaines, à savoir le chômage partiel et les reports d'échéance, que ce soit TVA, URSSAF ou impôt sur les sociétés. Oui, donc tu conseilles de faire confiance au financement et d'avancer en continuant les embauches et en continuant de croire au redébut du business. Nous, on est tout à fait dans tous les alignés. cas, l'économie va reposer aussi sur notre capacité à avoir confiance en l'avenir, mais c'est évident que là, au 1er avril, c'est très très difficile de pouvoir conseiller à une société de continuer ses embauches, sachant qu'on ne sait pas exactement vers quoi on va tendre. Là, l'objectif pour tout le monde, c'est d'être prudent. C'est clairement d'être prudent et d'anticiper avec prudence la fin d'année. Ok, on a Justine qui pose une question à nouveau sur le prêt innovation. Eux, ils avaient un prêt innovation qui était en cours de négociation avec une banque. Est-ce que tu penses qu'elle devrait shifter vers un prêt? Juste un prêt. Alors, un prêt PGE, c'est ça, les prêts garantis par l'État? Oui. Alors, clairement non. Clairement non. À part s'il y a un besoin qui apparaît par rapport à cette crise, et là, elle pourra faire une demande complémentaire sur un PGE qui viendrait juste boucler son plan de trésorerie sur les 4 prochains mois. S'il y avait une demande en cours par rapport à un projet de développement, cette demande, il faut qu'elle la continue et qu'elle la mène à son terme, parce qu'elle répond à un besoin qui ne rentre pas dans le cadre du PGE. Ok, très clair. On a une question de Joanne qui demande: quels sont les taux d'intérêt et les coûts de ces garanties à attendre? Les taux d'intérêt, alors la garantie, de toute façon, la seule garantie, ça sera la garantie de l'État sur le prêt garanti par l'État. Donc, ça sera une garantie gérée par BPI à hauteur de 90%, avec interdiction de prendre une garantie complémentaire. Et au niveau des taux, là, comme je disais, sur le prêt in fine, donc la première année, on devrait être à un taux qui serait environ de 0,5%. Et ensuite, sur les 5 années, jusqu'à ces 5 années de remboursement, ce taux sera défini par les banques directement. Donc, j'aurais tendance à dire qu'on restera sur des taux de marché, sachant qu'aujourd'hui, le financement de l'innovation, les taux se situent entre 1,5 et 3%. Ok. On a une question qui a pas mal de votes que j'avais l'impression que tu avais abordé, mais du coup, ça vaut peut-être le coup de répéter. Je n'ai pas de CA 2019 et ma masse salariale est calculable à partir de 2020. Comment faire?
Alors là, ça va se faire au cas par cas. Clairement, tous les dossiers vont être réfléchis au cas par cas. Si des CDI ou du moins des contrats de travail ont été signés depuis le début de l'année, j'espère que les banques vont réussir à reconsolider par rapport à cette masse salariale 2020. Dans tous les cas, ça va être impossible ou du moins très compliqué de demander à un banquier de se projeter sur des futures embauches parce que toute future embauche peut être réfléchie comme du développement. La réflexion va mener sur le personnel présent dans l'entreprise à aujourd'hui. Ok. On a une question qui vient des startups du village également. Avez-vous des conseils pour aider les startups à décrocher des subventions de fonctionnement pour la société? Des subventions de fonctionnement. Je pense que c'est ce que tu disais, faire face aux financements qui manquent à cause de la crise pour Mhm. continuer l'activité. Donc là, ça serait tous les dispositifs autres que le financement bancaire qui pourraient être mis en place pour permettre à la société de consolider sa trésorerie durant la crise. C'est comme ça que tu le comprends. J'imagine que ça prend en compte aussi les financements bancaires, mais que du coup, c'est pas réellement une question d'innovation, mais Mhm. uniquement de fonctionnement. De toute façon, pour tous les financements, que ce soit pour des boîtes innovantes ou non, les banques vont continuer à financer. C'est clairement ce que je dis depuis le début de mon intervention. Les banques vont continuer à financer hors du cadre du PGE. Donc, la demande doit être réfléchie et quantifiée en fonction du besoin. Je pense que s'il y a un besoin qui apparaît, alors je ne suis pas sûr de répondre à la question, mais s'il y a un besoin qui apparaît à cause de cette crise, une contraction de chiffre d'affaires, la demande pourra être positionnée par rapport à ça. Après, si la question reposait sur d'autres dispositifs hors banque, malheureusement, je ne suis pas le plus expert pour pouvoir répondre à ces questions. Ok, on a un type de métier qui est représenté par Béatrice. Elle demande, je représente l'ensemble des artisans fleuristes, mais les restaurateurs et autres commerçants dans le même cas, donc tous ceux qui ont dû Mhm, fermer au moins pour un mois mhm. et qui en général ont a priori environ un mois de trésorerie devant eux. Ils ont mis en place les différentes mesures, mais lorsqu'ils vont voir leur banquier, on leur refuse pour l'instant PGE parce que la trésorerie était déjà juste avant la crise et leur CAF était faible. Il va y avoir beaucoup de dépôts de bilan s'ils ne sont pas aidés. Quelles solutions ont-ils? En effet, alors là déjà, cette demande auprès de la banque, si la banque venait à refuser, je pense que surtout pour une situation comme celle-ci, ça va être important d'aller saisir le médiateur des crédits de la Banque de France pour qu'il puisse statuer et trancher. Comment est-ce qu'on peut saisir ce Alors, sur le site médiateur? de la Banque de France, ce que je disais tout à l'heure, sur le site de la Banque de France, très simple, vous cliquez sur l'espace entreprise qui va vous mener à une nouvelle fenêtre. Et sur cette fenêtre, vous allez voir, il y a un dispositif. C'est écrit qu'il y avait un dispositif spécial pour le Covid-19. Et donc, dans l'un des premiers encarts, si vous cliquez dessus, vous pouvez justement saisir directement la Banque de France et la médiation du crédit. Et de toute façon, sur Google, vous mettez médiation du crédit, c'est la première réponse. Génial. Parce que ce sont des choses qui peuvent paraître évidentes, mais quand on n'a pas la bonne Ah non, mais terminologie ou totalement. qu'on ne sait pas où aller, c'est plus compliqué. Médiation du crédit, Banque de France sur Google, c'est la première réponse. Génial. On a une question de Sylvie aussi. Qu'en est-il du prêt personnel à injecter dans le capital ou en associé, aussi couvert à 90% par la BPI? Point d'interrogation. Est-ce que c'est pas aussi une bonne solution? Un prêt personnel, alors là, pour le coup, ça serait, je n'ai pas du tout entendu parler de ça, que la BPI allait contre-garantir un prêt perso pour après compléter en capital dans la société, donc l'équivalent d'un prêt d'honneur. J'ai aucune information donnée parce que je n'ai pas eu vent d'un tel dispositif. Ok. Toutes ces questions, est-ce qu'on pourra, si tu as davantage d'informations, revenir vers les internautes Hmm, par la suite pour leur évidemment. répondre à Et, tous? et je pense que Super. ça vaudra peut-être même le coup de remettre en place un webinar un peu plus tard avec justement des informations fraîches et Mm. surtout avec des dossiers qui auront été validés d'ici là. Donc ça nous permettra à tous d'y voir beaucoup plus clair et de comprendre quel est le process concret pour aller faire cette demande de financement. Super, effectivement, avec plus de recul, ce sera plus facile sans doute. On a une question de Davina qui demande, les banques peuvent-elles demander une garantie de l'entreprise sur les 10% non couverts par la BPI? Il me Normalement, semble que non. tu as déjà dit non. Ouais, Voilà. normalement, non. Ok, on a une autre question de Justine. Est-ce que le fait d'avoir maintenu les emplois à temps plein serait une mesure qui pénalise pour la demande d'aide? Merci.
Non, sachant en plus que, pour avoir essayé de faire une demande en tant qu'entrepreneur, du moins de regarder le process de mise en chômage partiel, ça reste un process avec des critères restrictifs. Donc, une banque ne pourra pas vous reprocher d'avoir des employés qui sont toujours, qui n'ont pas été mis en chômage partiel. Ok. Dans tous les cas, et après, préciser en expliquant que la demande a été faite et qu'elle a été refusée, ça, de toute façon, la banque n'aura pas vocation à juger de la pertinence ou non de ce refus. Je vois qu'il y a plusieurs questions qui reprennent un petit peu des cas particuliers. Audrey vous a posté sur la partie conversée une mise en relation avec Joshua, si vous le souhaitez, après le webinar. Pour qu'on puisse traiter ensemble des cas généraux, si ça te convient, Joshua. Oui, parfait. De toute façon, toute l'équipe de Start to Scale est dédiée justement à l'accompagnement des structures qui se posent des questions aujourd'hui. On a mis en place un dispositif en rapport avec le Covid qui va permettre justement de répondre à toutes ces questions, à structurer les demandes, parce qu'on sait justement qu'il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui n'ont pas forcément un plan de trésorerie à jour, qui n'ont pas forcément le bon contact en banque, qui ont peut-être même perdu le lien avec leur banque historique. Donc, pour toutes ces questions qui vont être sur des sujets, on va dire personnels, ou du moins des sujets qui représentent une seule société, ce sera un plaisir d'y répondre. Génial, ben, merci beaucoup. On a une autre question sur les demandes BPI. Comment est-ce qu'on peut jauger si notre demande va être reçue ou non? Est-ce qu'il y a par exemple un montant minimum conseillé à demander? Alors là, pour le coup, c'est la première fois que j'entends parler de quelqu'un de montant minimum en période de crise, mais justement, c'est même plutôt rassurant. Et au final, ma réponse va être exactement la même. Montant minimum ou montant maximum, le montant qui doit être demandé, c'est le montant dont vous avez besoin. Et le montant dont vous avez besoin en rapport avec cette crise. Donc, clairement, ne voyez pas ces dispositifs comme une opportunité de vous faire surfinancer, qui est potentiellement de retarder votre futur levée. J'ai entendu plusieurs fois ça ces dernières semaines en disant, voilà, moi, avec 2 ans de masse salariale, ça va me permettre de retarder ma série A, ça va me faire gagner 6 mois et ça va me permettre d'avoir une valorisation plus intéressante. En effet, c'est une réflexion d'entrepreneur, c'est totalement logique. Le PGE ne sert pas à ça. Ok, super, très clair. On a une question de Louis. Bonjour, vous avez évoqué les fonds propres. Je suis présidente d'une start-up qui, sur l'année 2019, a dégagé des fonds propres négatifs. J'ai cependant levé des fonds début 2020 qui permettent à la société d'avoir des fonds propres positifs et de continuer l'activité en attendant la rentabilité. Cela sera-t-il un frein pour la banque ? Je ne pense pas. Objectivement, je ne pense pas, pour plusieurs raisons. Déjà parce que la banque va traiter ces dossiers au cas par cas et elle va pouvoir prendre conscience qu'il y a de l'argent qui a été levé. En complément, après une levée de fonds, ça fait une arrivée d'argent conséquente sur le compte bancaire. Donc, normalement, ça vient même faire augmenter la note décernée à cette entreprise au niveau de la banque. Donc, dans tous les cas, cette levée de fonds, même si elle n'apparaît pas sur le bilan 2019, va avoir un impact positif dans la vision et dans la vision du dossier et sa capacité à être accepté par la banque. Ok, super. On a une autre question. J'ai entendu que si une première demande a été refusée par BPI, on ne pouvait plus repasser une seconde fois en comité de crédit. Est-ce que c'est vrai? Alors, la demande qui ne peut être faite qu'une seule fois pour l'instant, c'est la demande par rapport à la contre-garantie. Donc, lorsqu'on va sur le site de la BPI et qu'on suit justement le dispositif spécial Covid-19, il y a une demande qui peut être faite par rapport à cette contre-garantie à 90%. Pour l'instant, il y a une seule demande qui peut être effectuée sur ce site. Donc, ça vaut le coup d'attendre, d'avoir déjà des accords au niveau bancaire, sachant que si on doit réfléchir à un cofinancement, que 2 banques vous donnent un accord pour 100 000 euros, la demande au niveau de la BPI devrait être sur le montant global, donc les 200 000. Ok. On a une demande de Caroline. Est-il envisageable de demander une aide équivalente à 25% du chiffre d'affaires 2020? Notre chiffre d'affaires 2019 est insignifiant et notre masse salariale 2019 est de 0. Alors là, encore une fois, la question va se poser à aujourd'hui. Donc, si à aujourd'hui, il y a une masse salariale qui existe, ça nécessitera un travail spécifique de la banque pour reconstituer les montants qui peuvent être demandés. Maintenant, aujourd'hui, sur ce type de structure, il y a encore un flou. C'est qu'on ne sait pas si les banques vont être en capacité d'aller au-delà
de ce qui a été présenté en 2019, sachant aussi que la présentation a été faite en parlant de 2 ans de masse salariale, mais sans réellement préciser l'année. Donc, je pense qu'une réflexion pourrait être menée sur la masse salariale à fin mars 2020. Ok. Il y a aussi une personne qui se demande si sa demande est recevable. Il s'agit d'une entreprise qui sollicite sa banque pour un montant avoisinant les 500K au motif financement des charges de salaire sur 3 mois dans l'attente de réamorcer l'activité avec les clients France et étrangers. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, là, difficile de donner mon avis sans un chiffre d'affaires, sans vraiment comprendre quel est le modèle. J'invite ce monsieur à me contacter directement. Ce sera un plaisir d'aller un peu plus loin avec lui et de lui donner mon avis. Je tape la réponse. Génial. Michael demande, est-ce qu'il y a des critères de date de création d'entreprise dans la prise en compte de la masse salariale? Donc, en gros, si la société a été créée potentiellement même cette année. Très récemment, oui. Ouais, bonne question. Je pense que pour l'instant, du moins c'est ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de process réfléchi en rapport avec des sociétés récentes qui ont moins de 12 mois d'activité, sachant même que le prêt à tout nécessite d'avoir au moins une antériorité de 12 mois pour y prétendre. Donc là, clairement, sur une société récente, j'aurais plutôt tendance à dire qu'un financement viendrait plutôt comme un financement création, qui est souvent beaucoup plus simple à avoir en banque. Je l'invite plutôt à réfléchir son dossier comme un financement plus classique. Une nouvelle question sur le bridge qu'on a abordé tout à l'heure. Est-ce qu'il est possible entre 2 levées? Donc, tu as déjà répondu oui. Est-ce que c'est même possible avant la première levée de fonds? Pardon, excuse-moi. Avant la première levée de fonds, excuse-moi, je ne t'ai pas entendu. Est-ce que le BPI Bridge est possible avant la première levée de fonds? Je pense pas. Objectivement, je pense pas. Et dans tous les cas, comme je disais tout à l'heure, pour ce BPI Bridge, ça va plutôt s'adresser à des sociétés qui sont déjà assez matures. Ok. On a un spectateur qui nous dit, donc là c'est assez particulier, tu me dis si tu veux répondre en direct, un prêt pour un développement d'activité BPI garantit 70% classiquement. Sur 200K euros, il reste donc 60K euros à financer en personnel. Ça change pas mal la donne. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, finançant personnel et 60K, pas forcément, sachant que j'entends très bien que la BPI vient contre-garantir 70% d'un financement. Et encore une fois, ça dépend aussi des modèles parce que ça ne sera pas le cas à chaque fois, ça va être plutôt entre 50 et 70. Là, l'objectif, c'est justement de ne pas mettre en place une caution personnelle en complément des 70% BPI. Chez Start2Scale, c'est des choses qu'on fait de façon très régulière. J'invite ce monsieur à me contacter directement. Génial. Donc, encore une fois, je répète à ceux qui n'étaient pas présents tout à l'heure qu'on a posté un Typeform sur la partie conversée pour que vous puissiez vous mettre en relation avec Joshua suite au webinaire. Et merci encore, Joshua, pour ça. On a une dernière question peut-être de Dominique qui demande, on nous parle d'une franchise de 2 mois sur la garantie BPI, qu'en est-il? Alors, c'est quelque chose qu'on a aussi entendu de notre côté. En toute franchise, pour aller un petit peu plus loin là-dessus, ces 2 mois-là de franchise viendraient en gros protéger l'État si la société venait à être liquidée dans les 2 mois après le déblocage du crédit. Objectivement, si ça devait être le cas, déjà, je pense que la banque ne mettrait pas en place un financement. Et au-delà, ça me paraît être une situation qui est quand même très peu probable. Si les problèmes doivent arriver, ils arriveront quand même un petit peu plus tard. Donc, on est sur une garantie qui est solide et qui va permettre à la société de se faire financer. Ok, génial. Là, ce n'est plus une question pour finir, c'est un tips de Sylvie Gillet pour rebondir sur ce que tu disais. Elle dit que sont également éligibles les prêts personnels aux dirigeants pour réaliser des apports en fonds propres et à l'entreprise, l'acquisition d'une entreprise dans le cadre d'un plan de cession homologué après redressement judiciaire sous réserve que les repreneurs n'aient pas été impliqués dans la gestion de l'affaire reprise. Okay. Et elle invite aussi les gens à aller voir l'extrait de la brochure BPI Covid-19 du 15 mars dernier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de documents qui tombent. Peut-être qu'on peut te poser quand même une dernière question, Joshua. Vers qui tu nous conseilles en tant que start-up de nous tourner pour trouver les bonnes informations et les dernières informations parues sur les financements bancaires?
Oh, très compliqué. On voit qu'il y a peu d'endroits où l'information va être vraiment synthétisée. Moi, je pense que déjà et avant tout, pour toutes les sociétés qui sont au village, c'est de rester alerte et de regarder régulièrement les réseaux sociaux parce que vous postez quand même beaucoup d'informations qui sont intéressantes. Maintenant, après, sur des aspects plus spécifiques, je pense qu'il va falloir aller se tourner vers des experts. Hein, pour le financement, nous, on répondra à toutes ces questions. Il y a des gens qui s'occupent très très bien de tout ce qui va être financement BPI, aide publique et qui ont aussi mis en place des dispositifs particuliers. Je pense que là, aujourd'hui, l'important, ça ne va pas être d'aller chercher une information généraliste parce qu'on répète tous la même chose et au final, personne ne sait vraiment comment ça va avancer. Moi, mon conseil, ça serait plutôt d'aller voir des spécialistes en fonction du sujet et ils auront normalement capacité à répondre à toutes ces questions de par leur implication dans cet écosystème. Eh ben, génial. Merci beaucoup, Joshua, déjà d'être notre expert sur le sujet et d'avoir aussi bien répondu à toutes les questions des startups. C'est un sujet qui, pour eux, est assez anxiogène et pourtant vital en période de crise et pour le rebond. Donc, tu as plein de merci et dans les questions et sur les réseaux. Donc, merci à toi. Je crois que Audrey ou Fabrice voulaient dire un mot de fin. En tout cas, je vous invite tous sur la partie activité partielle et chômage partiel à nous rejoindre pour le webinaire de demain qui sera sur ce sujet. J'ai vu que les questions revenaient sur ce sujet. Bien sûr, ce n'est pas qu'une question financière, mais aussi une question de gestion des ressources humaines. Donc, n'hésitez pas à participer. Et merci encore, Joshua, pour ton intervention et pour toutes tes réponses. Merci à toi, merci à vous, merci au village. Et donc là, juste pour finir, avant que Fabrice ne clôture ce webinaire, sachez que dans tous les cas, nous, on restera disponible chez Start2Scale. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller sur le site www.start2scale.fr. On a mis en place un dispositif particulier, vous pouvez directement poser vos questions, on y répondra très rapidement. Voilà, donc merci à tous et prenez soin de vous. Dans tous les cas, je pense, et là on l'a dit tout à l'heure, restons positifs. On a, je pense, de plein de belles choses qui vont arriver et les annonces faites par le gouvernement vont dans ce sens-là parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même une vraie volonté de la part de tous les acteurs économiques en France d'accompagner et de sécuriser. Donc, c'est quelque chose qui est très positif et qui est même totalement nouveau. Bon, un grand merci, Joshua. De toute façon, on sent dans le ton que tu emploies que tu es extrêmement positif. En tout cas, tu cherches à continuer à construire et à passer cette mauvaise passe. C'est tout l'objet d'ailleurs des webinars que l'on a chaque jour. L'idée qui est d'être ensemble pour affronter effectivement cette crise en faisant appel à des experts comme toi qui nous apportent des choses extrêmement concrètes et précises. D'ailleurs, je tiens à le dire à l'ensemble des personnes qui sont présentes, c'est dès ce soir, comme d'habitude, on retrouvera le replay de la conférence du jour directement sur le compte YouTube du village. Voilà, et puis on se fera fort de relayer les questions s'il y a des questions supplémentaires directement depuis la page commentaire sur la vidéo de Joshua. Voilà, en tout cas, à demain et bon après-midi à tous et à toutes. À très bientôt, prenez soin de vous. Merci à tous, bon après-midi.